Lorsque tu opères, tu sais que l'aspect, épaisseur et texture du tendon subscapulaire est différent de celle du sus épineux. Et en échographie aussi, ce n'est pas la même chose. Il faut pour cela bien revoir l'anatomie normale. On démarre en coupe antérieure transversale à la gouttière, avec le tubercule mineur à droite et par-dessus le relief du subscapulaire qui refoule la face profonde du deltoïde. En positionnant le bras de ton patient en rotation externe maximale, tu explores la jonction tendinomusculaire. Repère toujours la tête de l'humérus. Ici, on est plus bas que la coracoïde, au niveau de la partie basse de la jonction tendinomusculaire du subscapulaire. Ta main qui tient la sonde doit être bien stable, car l'autre main en permanence fait faire des mouvements de rotation au bras du patient. Là, on est remonté à hauteur de la coracoïde, et en rotation neutre, on voit essentiellement la portion tendineuse. Une exploration minutieuse du subscapulaire demande donc en permanence de jouer sur le balayage vertical de haut en bas, tout en gérant en même temps la rotation externe imprimée sur le bras de ton patient. On regarde ensuite en coupe verticale antérieure et tu t'orientes pour voir toujours ce qui est proximal à gauche et distal à droite, avec cette particularité au subscapulaire de voir 4 densifications qui sont les corps charnus de la portion tendineuse. En balayant doucement en médial et en jouant aussi sur la rotation du bras du patient, tu peux retrouver l'arrondi caractéristique du bord supérieur du subscapulaire que tu connais bien en arthroscopie, et plus proximal les autres éléments délimitant l'intervalle des rotateurs. Et l'exploration se termine en latéral par une bonne visualisation de la longue portion du biceps. Je vais te présenter les types lésionnels du plus facile au plus difficile à dépister en échographie. Là, on a changé de côté, on est sur une épaule gauche. Le tubercule mineur est au centre de l'écran. Et par-dessus, la longue portion du biceps qui est subluxée. Je refais apparaître le biceps avec les reliefs osseux ainsi que celui du deltoïde. Et c'est en ajustant avec l'effet d'anisotropie que tu peux visualiser le tendon rompu, dont tu cherches à visualiser les contours bien définis par l'épanchement environnant. Voyons maintenant une lésion de stade 4 à nouveau sur une épaule gauche, en partant toujours de l'élément de référence qu'est la gouttière du biceps. Je gèle l'image et on fait apparaître la coracoïde et la tête humérale. Et en passant de la rotation interne à la rotation externe, tu te rends compte qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Oui, mais quoi? Alors on remet les reliefs osseux, on rajoute le deltoïde antérieur, et comme ton œil ne loupe jamais sur une radiographie une fermeture de l'espace sous-acromial, il va très vite apprendre à déceler la fermeture de l'espace entre deltoïde et tête humérale. Cela traduit la rupture du subscapulaire rétracté. Un peu plus difficile encore à déceler, ce sont les lésions stade 2 de la SFA, avec ce clivage intratendineux communiquant avec la gouttière du biceps. Il s'agit d'une épaule droite avec à gauche le tubercule majeur et à droite le tubercule mineur. Ton œil maintenant habitué a vu la luxation médiale de la longue portion du biceps. Je gèle l'image et on va faire apparaître les structures anatomiques, notamment biceps et tubercule mineur. On devine une structure fibrillaire au-dessus et au-dessous du biceps, correspondant au feuillet superficiel et profond du subscapulaire, dont on voit assez bien dans ce cas la fin du clivage en médial. On change de registre et on va parler des spécificités des réparations du tendon subscapulaire, pour lesquelles le chirurgien est le mieux placé pour retrouver où il a positionné précisément les ancrages. On est sur une épaule droite, et sur cette lésion qui était rétractée, j'ai mis les ancres au ras du cartilage, expliquant que ce soit là que l'on retrouve une solution de continuité de la corticale osseuse. On devine un peu plus enfoui le bord supérieur d'une des ancres de réparation, ainsi qu'une partie du trajet des fils de suture. Tu peux également apercevoir les nœuds réalisés en face superficielle du tendon, qui du fait de leur épaisseur génèrent un condom acoustique qu'il ne faut pas confondre avec un défaut de cicatrisation tendineuse.
Le micro-balayage et l'anisotropie font en dynamique le diagnostic différentiel. Dans ce cas, j'avais réalisé une réparation double rang technique suture bridge et on voit en face superficielle du tendon les fils tendus rejoignant la partie toute antérieure du tubercule majeur. On va regarder cette même encre distale de premier rang chez ce même patient. Tu traques la solution de continuité de la corticale et une ligne anormalement plate correspondant au bord supérieur de l'encre. Là également, il est possible de voir les nœuds réalisés en face superficielle, ainsi que le cône d'ombre acoustique postérieur qu'il génère. Enfin, à mon sens, le plus difficile de toute la pathologie de la coiffe, c'est surveiller les réparations-réinsertions du subscapulaire sur prothèse. Le moins difficile est du side-to-side sur une prothèse anatomique, ce que l'on va voir ensuite, et le plus difficile de la réinsertion transosseuse sur prothèse inversée où tous les rapports anatomiques sont modifiés, notamment avec l'abaissement huméral. Là, on est sur une prothèse totale anatomique gauche. Je te montre la coracoïde à gauche et le tubercule mineur à droite. Il t'est impossible échographiquement de voir une tête métallique aussi nettement qu'une tête osseuse, et tu as fréquemment de multiples artefacts de surface. On va tricher avec les dessins pour faire artificiellement apparaître la tête humérale prothétique. Là, on voit ce qui est un des fils de suture utilisés. On devine les fibres longitudinales du subscapulaire ainsi que la bonne épaisseur entre implant et face profonde du deltoïde.